Monsieur le Premier ministre, je vous en prie, prenez cette... Alors, à chaque fois, il y aura une petite question d'actu, Monsieur Barnier. Monsieur Revel, ne m'appelez pas comme ça, c'est un titre assez éphémère et temporaire. Oui. Alors, grâce d'ailleurs à tous ceux que vous allez inviter cet après-midi, qui m'ont censuré. Donc ne perdons pas de temps. Ma question d'actualité politique, très simple, Michel Barnier, c'est incroyable ce qui se passe dans votre famille politique. Comment vont les LR ? C'est pas le sujet de... Non, c'est juste la question d'actu. Après, on parle d'écologie et de transition écologique. Écoutez, les LR, on a des discussions assez stimulantes. Pour ça, dire que je suis revenu, grâce aux électeurs de Paris, à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Non, on se porte pas si mal. Un parti qui a autant de candidats au présidentiel, il peut pas se porter mal. Voilà. Bon. Maintenant, on peut parler d'écologie. Alors, Pierre, on va commencer par ce sondage très intéressant. On va parler d'écologie. Le salon World Impact Summit a organisé une étude, un sondage sur les Français et leur territoire auprès de 5000 Français. Et un des résultats est que la protection de l'environnement est ce qu'il y a de plus important pour 35% des répondants. Est-ce que ça vous étonne ? Non, certainement pas. Certainement pas. D'ailleurs, quand vous regardez ce sondage, puisque vous me l'avez communiqué, derrière les 35%, vous avez un attachement à d'autres préoccupations liées au territoire. La connectivité, la mobilité, les services publics, le développement économique. Et moi, je trouve assez légitime ce résultat. J'ai d'ailleurs été président d'un de ces territoires en Savoie pendant assez longtemps pour mesurer que en période de crise, et Dieu sait si nous sommes en période d'incertitude, de crise, d'angoisse et même de colère des citoyens, il y a besoin de racines, il y a besoin d'identité, il y a besoin de culture, il y a besoin de se rassurer. Je trouve que le territoire et la qualité de ce territoire, les ressources naturelles, la biodiversité, les espaces naturels, ça compte peut-être plus en ce moment. En tout cas, c'est une bonne indication. La grosse réduction du fonds vert dans les sommes allouées par l'État aux collectivités, notamment, est une mauvaise décision, à votre avis, pour le budget 2026 ? Mais il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de bonne décision budgétaire à prendre en ce moment. Il n'y a que de mauvaises décisions s'il faut faire des économies. J'ai la chance de parler devant beaucoup de jeunes. L'autre jour, j'ai un maire local qui me disait une chose assez juste. Il me dit la meilleure politique pour la jeunesse, qu'on peut faire, c'est de réduire la dette. Parce que la dette, j'ai d'ailleurs, quand j'étais Premier ministre, parlé de la dette écologique en même temps que la dette financière. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper grâce, encore une fois, à tous les partis politiques qui m'ont censuré. Mais cette dette, il faut la réduire. C'est pas possible qu'on continue à avoir, à cause des gouvernants successifs, 3200 milliards de dettes. Michel Barnier, c'est un point très important, le niveau de la dette. Comment est-ce qu'on arrive donc, si on a cette dette-là et qu'on ne réforme pas l'État, à financer la transition écologique ? Qu'on soit du côté de l'État ou du côté des entreprises. Mais non, mais il y a pas parce que c'est de l'argent, la transition écologique. Il n'y a pas de fatalité à ne pas transformer l'État. Il y a besoin de transformer l'État, de dépenser moins, de dépenser mieux, de décentraliser, de régionaliser et de retrouver des marges financières pour pas seulement la transition écologique, mais aussi l'éducation et la santé. Enfin, je suis tombé, pas seulement à cause de la dette, vous le savez bien, puisqu'il y avait plein d'arrière-pensées politiciennes ou opportunistes de la part de Bardella, Le Pen et Mélenchon et de quelques autres, mais parce que je voulais réduire d'1% le déficit. Et Pierre, sur les questions qui sont les nôtres ce soir. Pierre. Voilà, première question. Comment peut-on concilier exigence écologique, justice sociale avec l'enjeu de désirabilité de cette transition ? L'enjeu de quoi ? De désirabilité de la transition écologique. Désirabilité ou acceptabilité. Moi, je pense que c'est très important d'avoir une ambition. L'État, l'Union européenne doit fixer une ambition et un horizon important avec des objectifs à atteindre dans certains pays où autrefois on appelait ça la planification. Mais il faut veiller à ce que ce qu'on dit soit possible. Et c'est si je puis parler très franchement, je sais que je suis patriote et européen, définitivement et sincèrement, j'ai trouvé la frénésie normative européenne, avec le Green Deal notamment, en dehors des clous, en dehors de la réalité. C'est d'ailleurs pour ça que, comme on se heurte à la réalité à un moment donné,
celle des entreprises, des consommateurs, des producteurs d'automobiles. Vous avez un coup de barre qui est donné dans l'autre sens, parfois trop loin dans l'autre sens. Hein. Il faut que faire soit très attention à l'acceptabilité. Quand on se fixe des objectifs à Bruxelles qu'on veut imposer d'en haut sur les voitures électriques, on devrait avoir mesuré que ce n'est pas possible de le faire en aussi peu de temps, sauf à favoriser l'industrie chinoise. Et donc, quelque part, cette frénésie normative ou cette idéologie un peu verte, elle nous rend encore plus dépendants Michel des Barnier, Chinois. vous avez été commissaire européen aussi. Oui, vous avez été commissaire européen, on s'en souvient. Oui, oui. Moi, il y a une question centrale, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. De souveraineté industrielle. Comment est-ce qu'on concilie la souveraineté industrielle et l'inévitable transition écologique? C'est parfaitement conciliable. La souveraineté industrielle, il faut espérer que dans les conséquences de cette guerre incroyable que livre Poutine à l'Europe, on mesure bien les dépendances qui sont les nôtres et qu'il faut réduire, dépendance énergétique, dépendance sécurité, dépendance alimentaire. Donc on doit retrouver, enfin moi je pense que l'enjeu pour les... Je ne sais pas qui sera le prochain président de la République et la prochaine majorité, mais c'est impératif d'avoir comme objectif central de redevenir une terre de production. Et ça ne veut pas dire n'importe comment, n'importe quoi. Moi, je pense que on doit davantage être attentif à ce que j'ai appelé un jour l'éco-croissance, une croissance qui soit davantage respectueuse des espaces naturels et des ressources qui ne sont ni gratuits ni inépuisables. Mais on doit redevenir une terre de production agricole et industrielle, et donc une terre plus souveraine. Je parle de l'Europe et je parle de la France, hein, au lieu d'avoir détricoté. Ça fait 30 ans qu'on détricote comme les Anglais l'ont fait. Je peux en parler assez longuement avec le résultat qu'on a vu sur le Brexit. On a détricoté, on a laissé tomber des pans entiers de notre industrie. Hein. Quel rôle l'État doit-il jouer dans cette entreprise, à votre avis? Il est stratège, investisseur, régulateur, arbitre? Où est la place de l'État? Ça dépend sur quoi. À coup sûr, l'État doit être stratège et proposer des objectifs, et peut-être laisser davantage de marge à ceux qui doivent appliquer les objectifs pour trouver le bon chemin. Moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, je disais il faut privilégier le contrat, la contrainte. Voilà. Et le dialogue public aussi. Je m'excuse de rappeler d'ailleurs que les deux mots qui n'étaient pas dans la loi française jusqu'alors ont été mis dans la loi française par la loi dite Barnier en 1995, la Commission nationale du débat public. Hein. Et j'étais assez fier de ça et de voir parce que je pense que pour l'acceptabilité dont on parlait tout à l'heure, la compréhension, les citoyens sont intelligents. Il faut simplement organiser des lieux de débat public. L'État doit donner les moyens aux gens d'avoir accès à l'écologie, pour consommer écologique, pour consommer bio par exemple? Mais oui, je prends deux exemples. On a besoin de l'État qui investit, soit par des subventions, par des avantages fiscaux, dans les travaux d'isolation, la réduction de l'usage du fioul pour le chauffage, qui est une grande source de contraire à l'écologie. Je pense que l'État a un rôle pour que le parc immobilier, là aussi à condition d'avoir des normes réalistes, pollue moins. Sont moins imperméables au froid. Donc il faut encourager, et notamment les gens les plus modestes. Un autre domaine où là, j'ai parfois en débat ou en opposition dans mon propre parti, je pense que pour les énergies renouvelables, on a besoin de subventions. Moi, j'ai créé en Savoie, il y a 30 ans, l'Institut national du solaire, hein, parce que je suis un peu plus sceptique sur l'éolien, mais sur le solaire, je suis très, très militant. On a besoin d'argent public pour ça. Si on ne met pas, je l'ai dit d'ailleurs dans mon parti où ils voulaient supprimer toutes les subventions publiques aux énergies renouvelables, si on ne subventionne pas la recherche sur le solaire, c'est les Chinois qui brochent tout. Mais justement, quel mix énergétique défendez-vous pour le 2035-2050 ? On continue sur le nucléaire, on augmente les énergies renouvelables. Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord ici, parce que je sais le débat sur le nucléaire, mais c'est une chance importante qu'on s'est donnée, tout en étant réaliste, parce que le nucléaire pose des problèmes en termes de déchets et en termes de transport, de lignes, mais le nucléaire est une chance pour réduire notre dépendance. Donc oui, il faut avoir... On aura toujours dans le mix énergétique une proportion majoritaire du nucléaire, mais je pense qu'il faut arriver à 30 ou 40% d'énergie renouvelable. Mais est-ce qu'on peut... Et si je peux me permettre, continuer aussi les efforts pour économiser l'énergie, pour consommer moins. Michel Barnier, vous avez dit tout à l'heure, le solaire, je suis un militant.
Oui. L'éolien, je suis un peu moins chaud. Mais comment parler de mix énergétique si on ne croit pas à l'éolien? Ah ben non, excusez-moi, c'est pas l'éolien qui va nous donner le mix énergétique. Vous avez plein d'autres ressources, plein d'autres énergies, la biomasse et d'autres. Dans le mix énergétique, vous n'avez pas que l'éolien, vous avez le solaire et beaucoup d'autres énergies possibles. Hein. Ça, Alors, mais en revanche, l'éolien, je dis pas qu'il faut supprimer toutes les éoliennes, mais au moins vérifier au titre de l'acceptabilité qu'il y a un accord local. Hein. Voilà, c'est plus simple d'imaginer d'ailleurs le Il développement pour de l'éolien offshore, Michel Barnier, que de l'éolien terrestre. Ça dépend aussi où on le met, parce que je me suis intéressé à quelques parcs éoliens qu'on voulait construire ou mettre en place. Il faut voir aussi les dégâts sur la biodiversité maritime qu'on peut provoquer en mettant du béton partout dans certaines zones maritimes. Donc tout ça est un problème d'évaluation, d'études d'impact et puis d'études d'impact économique aussi, pas écologique. Hein. Sur l'agriculture, quels moyens, quelles actions mettriez-vous en place pour protéger l'agriculture? Mais d'abord... secteur que vous connaissez bien aussi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quitte à provoquer, j'ai dit, quand j'étais ministre de l'Environnement, que les agriculteurs étaient souvent les premiers écologistes, et je l'ai répété quand j'étais ministre de l'Agriculture, parce que c'est pas par plaisir qu'on utilise certains pesticides ou phytosanitaires. Hein. J'ai même mis en place le plan éco-phyto. Et je reconnais à l'époque qu'on a été très ambitieux, trop ambitieux, puisque tous ceux qui m'ont succédé l'ont amoindri. Vous ne réussissez pas la réduction des pollutions agricoles contre les paysans. Vous ne faites pas la réduction des pollutions industrielles contre les entreprises. Ça peut pourtant les porter atteinte à leur santé, l'utilisation de pesticides. Oui, mais encore une fois, ils ne le font pas par plaisir. Donc il faut réduire les impasses techniques surtout à propos de ces phytosanitaires. Il faut qu'il y ait des solutions alternatives. Ça peut être parfois des alternatives liées à la... très naturels, hein, comme les insectes, etc. Mais ça peut être aussi d'autres produits. Mais il faut réduire l'impasse technique. Vous ne pouvez pas brutalement, sinon vous provoquez, excusez-moi de vous le dire, vous l'avez vu en janvier 2024, avec M. Attal qui était Premier ministre, on l'a vu ces jours derniers, vous provoquez une désespérance totale et du suicide et un blocage dans la société. Et on revient en arrière, après, brutalement. Hein. On a un débat sur la loi du plomb, je suis prêt à l'avoir, mais vous revenez en arrière brutalement. Il faut faire attention à ça. Ce secteur, la production agricole, c'est pas seulement la question des agriculteurs, l'agriculture, hein, c'est une question de société qui tient à l'entretien des paysages et à souveraineté alimentaire et une alimentation en France nous avons cette chance, grâce à leur travail, qui n'est pas, comment dirais-je, aseptisée comme elle l'est aux États-Unis, notamment. Elle n'est pas industrielle, même s'il y a de grandes exploitations. Nous avons une agriculture de qualité, des produits traçables, avec du goût et des couleurs et des odeurs quelquefois, mais il faut préserver ça. Et voilà ce qui justifie le contrat avec les agriculteurs. Donc, tout est une question de temps. Moi, je sais, quand on discute avec les paysans, j'étais encore ce matin où j'ai rencontré pendant un long moment les jeunes agriculteurs de France, ils sont engagés depuis des années dans l'agriculture durable. Je vais vous poser une dernière question, oui. Michel Barnier. Ça va vite. C'est un peu frustrant de discuter de ces sujets comme ça en 15 minutes. Oui, mais vous reviendrez. On aura peut-être l'occasion de vous réécouter bientôt, je ne sais pas. Sur le traité du Mercosur, j'ai rien dit, voilà. Cher Michel Barnier, sur le traité du Mercosur, on ne va pas faire le calcul des secteurs qui vont y gagner ou de ceux qui vont y perdre, mais par exemple, quand même, est-ce qu'on peut se dire qu'un kilo de viande qui va venir d'Argentine, il va avoir un bilan carbone incroyablement défavorable? Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés. Et lorsque j'étais Premier, j'ai consulté le Parlement à l'unanimité de tous les groupes politiques, sauf d'ailleurs LFI. Enfin, c'est pas la première fois que... Bref, pas la dernière, malheureusement. On s'est opposé pour cette raison-là, parce que ça n'a aucun sens. Au-delà du fait que moi je suis libéral, pas ultra-libéral, mais libéral et partisan du commerce. Ça devient de plus en plus difficile avec les Chinois ou les Américains, donc il faut que ce soit plus facile avec d'autres. Mais pas au prix de détruire des filières entières de l'agriculture française, parce que ça, vous ne pouvez pas l'expliquer. Et donc ça veut dire des accords, si on parle d'accords commerciaux de l'Europe, puisque c'est l'Europe qui négocie les accords commerciaux pour nous, moins d'accords globaux comme on le fait, plus d'accords sectoriels. Quand vous faites des accords globaux qui touchent à tous les sujets,
de l'économie. Il y a des secteurs favorables, favorisés, et d'autres qui ne le sont pas. Et vous avez toujours une variable d'ajustement. Et là, dans l'accord du Mercosur, la variable d'ajustement, ce sont les paysans et les secteurs entiers de la viande bovine. Donc, ce n'est pas un bon accord. D'autant plus qu'on n'y a pas réellement introduit les clauses miroirs, sauf au forceps, et on verra ce que ça donne, et la réciprocité. Vous ne pouvez pas faire des accords commerciaux qui permettent d'importer massivement des produits, agricoles ou autres, qui sont fabriqués sans respecter aucune des normes qu'on impose à nos propres paysans. Ça, c'est absolument, en termes d'acceptabilité, impossible. Voilà, c'est le mot de la fin. Michel Barnier, merci beaucoup d'être venu pendant 15 minutes. Non, je voulais juste dire un petit mot. Alors, très rapidement. Oui, je vous remercie de m'avoir invité, même si c'est un peu frustrant, et merci de votre attention. Je pense que l'écologie est un sujet très grave depuis longtemps. J'ai écrit d'ailleurs plusieurs livres sur ce sujet. Peut-être très grave pour être laissé aux seuls écologistes. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ouvert, très foncé que nous avons, et à d'autres. Donc je recommande. Mais la contrepartie de ce que je viens de dire, c'est que les autres partis s'en occupent sincèrement, ce qui n'a pas suffisamment été le cas dans mon parti dans le passé, et c'est pour ça que je suis très déterminé, que je vous disais que le débat était stimulant. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel Barnier. Merci à Michel Barnier. Donc pour les LR, on va accueillir maintenant ensemble Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti socialiste. Et là aussi, même type de question, je vous demande d'accueillir Raphaël Glucksmann.